il y a deux projets. Vous m'entendez bien là? Il y a bien, en fait, c'est bien intéressant de voir, parce que moi je rejoins aussi la question que vous avez posée sur la statue du tiers, et je pense qu'il n'est plus question de 20 ou 30 000 enfants dans ce cadre-là, et les chiffres prouvent qu'il est question d'1 million d'enfants à peu près sur le statut du tiers. Et si je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, ce qui fait famille est en train de changer. Et je trouve intéressant, justement, ces questionnements. C'est intéressant de voir que des enfants, aujourd'hui, prennent la parole et s'ils nous disent je veux accès, j'ai le droit et je veux un accès à mes origines. Je veux un droit à mes origines, non pas parce que je veux connaître mon père et que j'ai envie de savoir qui il est, même si il a été conçu dans un cadre hétérosexuel, hein, c'est juste parce qu'il a envie de savoir s'il a des problèmes génétiques, quelles sont ses difficultés et comment il peut y remédier. Et puis, parce qu'aujourd'hui en France, c'est un organisme qui n'est pas, enfin en tout cas, dans ce que j'en connais dans la conception, c'est des sécos, et c'est pas géré par l'État, on est bien d'accord sur le principe, et j'aimerais bien que ce genre de choses soit plutôt géré par l'État et non pas par des organisations privées. Et il n'y a pas de contrôle de l'État sur ce qui fonde aujourd'hui le don de sperme. C'est quand même un petit peu gênant parce qu'on le voit et on l'a vu dans certains reportages aujourd'hui sur la question des familles, on se rend compte qu'en France, des couples hétérosexuels ont fait appel à des dons de sperme et que c'est toujours le même sperme, et on peut se dire que dans notre société, des gens peuvent se rencontrer, constituer famille, ils ne connaissent pas leurs origines et pourtant ils sont entre guillemets demi-frères ou demi-sœurs. Là aussi, quand on demande des contrôles de l'État, ça a du sens. Moi je fais partie de ceux qui sont socialistes, donc par principe j'aime bien l'État un peu partout. Je le dis très ouvertement, et notamment sur la procréation médicalement assistée. Je pense que là aussi, c'est dans une logique où on fait rentrer l'État dans des projets de vie, mais aussi pour contrôler. Je sais que si vous avez entendu quelqu'un qui est généticien à Strasbourg, je cherche mon prénom, le nom. C'est Israël Nizan. C'est pas Israël Nizan, si c'est Israël Nizan. Qui a expliqué, et avec, parce que moi je l'ai auditionné à un moment donné quand nous on discutait vraiment sur ce qu'ils font des familles il y a quelques années, et qui dit, et il a raison là-dessus, quand des couples de femmes viennent dans mon cabinet en disant qu'elles veulent faire féconder une ovule dans le ventre de l'autre, là ça le choque et ça lui pose problème et qu'il souhaite que l'État règle ce genre de choses. Je suis sous le même principe que lui, c'est-à-dire que oui, je suis favorable à la procréation médicalement assistée, dans le même cadre qu'il est ouvert pour les couples hétérosexuels, et il ne faut pas avancer non plus sur certaines questions de société comme des apprentis sorciers. Alors, ayons l'intelligence de nous poser comme tel. Aujourd'hui, des hommes et des femmes ont des projets parentaux, assumons-les et encadrons-les. Si nous allons dans cette deuxième loi sur la famille, dans ce sens-là, nous avancerons tous collectivement dans une bonne direction. Des questions? Je pense que c'est important que chacun puisse participer. Un peu plus fort. Je pense que c'est important que chacun puisse participer à ce débat. Oui, pardon. Pour revenir rapidement, je vais revenir rapidement sur deux petites choses et enfin poser une question. J'aimerais déjà reparler un petit peu des sondages parce qu'on a malheureusement aujourd'hui une utilisation tout à fait erronée de cet outil. En fait, on se rend compte quand on étudie réellement les sondages que les analyses qui sont faites, qui sont souvent sur des écarts entre d'une année sur l'autre, entre 1 ou 2 points de progression, on entendrait par exemple que les personnes en faveur du mariage pour tous et de l'adoption seraient de moins en moins nombreux, et ce serait une réalité statistique issue des sondages. Malheureusement, quand on étudie réellement les faits, on se rend compte que non, il y a des marges d'erreur qui sont autour de 3 points, donc c'est tout à fait considérable, et que pour deux sondages qui ont été faits en même temps sur les 2 mêmes journées, et sortis en novembre 2012, il n'y a pas si longtemps, un par BVA, un par l'IFAP, sur la même question, sur les 2 mêmes journées, on se rend compte qu'il y a 6 points d'écart sur les rapports au mariage et 5 points d'écart sur les gens favorables à l'adoption. Donc considérer aujourd'hui qu'on pourrait évaluer une évolution sur les 1 ou 2 années, c'est, je crois, à mon avis, partir sur un mauvais élément. Ensuite, moi j'aimerais revenir sur des arguments qui sont souvent portés et qui sont intéressants parce que la logique
est bonne, mais les éléments de base sont faux, qui, je crois, se rapportent à la question qu'on se fait de l'identité, de la construction de l'identité des individus. C'est à la fois la nécessité d'avoir une possibilité de remonter dans notre génération pour finalement essayer de comprendre ce qu'on est, d'où on vient. Et le deuxième qui est la question de l'altérité dans l'éducation. On devrait avoir deux modèles dans notre éducation qui soient, on entend souvent un modèle d'homme, un modèle de femme. Cette approche-là, pour moi, c'est un reste de vieilles réflexions, et de vieilles pensées qui aujourd'hui n'ont plus cours, mais qui sont malgré tout gravées dans l'inconscient des individus. Sur la remontée générationnelle, c'est de dire, et c'est la vieille idée qui serait qu'on aurait comme un héritage dans le sang de caractère, de pensée, de point de vue, qui ferait que génération après génération, sans intervention de l'éducation, les gens croiraient naturellement à un fait, auraient un type de caractère. Ce fait-là, il est hautement contestable et on se rend bien compte que ce qui fait l'intérêt d'une remontée dans les générations, de comprendre ce qu'on est, c'est justement le fait qu'on nous transmet tout un patrimoine éducatif, de valeurs, à travers la génération, avec l'éducation et la construction de l'identité, elle se fait à partir de ça, et non pas à partir du sang, et non pas à partir de phénomènes biologiques, et que donc il n'y aurait pas nécessité, je le crois, de lier. La deuxième, c'est sur le fait d'avoir une nécessité d'altérité. On entend, il faudrait un père qui a de l'autorité, qui éduque, qui donne un cadre, et une mère plus attentive qui porte l'amour à son enfant. Cette vision-là, c'est une vision, je crois, du XXe siècle, même probablement avant, une vision qui considérait que l'homme, naturellement, aurait une capacité d'autorité, serait fort, devrait donner un cadre, et que ce serait d'ailleurs dans ses gènes, dans son sang. Ça ramène à une vieille raison sexiste, finalement, de la société. Cette vision-là, elle n'est pas vérifiée. Alors, je sais que c'est jamais une bonne chose de donner son exemple personnel quand on parle des genres de débats, mais là, on part sur des débats qui sont relativement intimes. Moi, mes parents, le modèle d'autorité, c'est celui de ma mère, c'est pas celui de mon père. Pour autant, je n'en souffre pas. Qu'est-ce qui permet de faire croire que quand il y aurait deux couples de même sexe, il y aurait deux caractères identiques? On a souvent le cliché, on entend souvent le cliché, vous savez, dans un couple homosexuel, il y en a un qui fait l'homme, l'autre qui fait la femme. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que souvent, il y a un modèle dominant, un modèle dominé, mais c'est pas lié à sa condition sexuelle. À moins que vous considérez que nous, en tant qu'hommes, naissons avec une autorité naturelle et supérieure à la femme, et à ce moment-là, qu'il y aurait donc une supériorité de l'homme sur la femme, ou alors on considère que c'est l'éducation, que c'est le code de la vie, et à ce moment-là, l'altérité, elle ne se crée pas par la différence de sexe, mais par la différence des individus. Donc, une fois ça passé, moi j'aimerais juste conclure par poser une question. C'est sur la question. Voilà, sur la PMA. On a effectivement le texte à retirer la question de la PMA. Moi je voudrais savoir quelles sont les évolutions qui vont avoir lieu dans le prochain texte. Ça c'est la première chose. Et ensuite, vous demandez si on considère que, à ce moment-là, que les homosexuels peuvent adopter et se marier de la même façon qu'ils étaient hétérosexuels, n'est-ce pas pour le coup une rupture de droit fondamentale dans ce qui, pour le coup, pourrait être, on accepterait que des homosexuels puissent éduquer un enfant, mais la PMA leur serait totalement interdite. Je ne vois pas, si on justifie le premier, comment on pourrait ne pas justifier le deuxième. Et puis après, je vais me laisser aller à quelques considérations. Est-ce que le débat n'aurait pas été plus simple si, dès le début, on avait séparé, d'une part, le mariage, l'union civile entre deux personnes, et d'autre part, tous les problèmes de filiation et autres? On a fait un joyeux pataquès, et le pire, ça a été quand on a commencé à parler de PMA. Pourquoi ce serait réservé aux femmes homosexuelles mariées et pas aux femmes hétérosexuelles vivant en couple non mariés? C'était une injustice flagrante. Ça, c'est une question. Ensuite, la remarque, pour les gens de ma génération qui ont combattu il y a une quarantaine d'années pour le droit à l'avortement, pour le droit à la libre expression des homosexuels, et en particulier contre l'Église, mais je vois que le camarade curé n'est plus là, contre l'Église dont je faisais partie, je trouve que le... Il a parlé de curé ou PSU à l'époque? Je trouve que la revendication du lobby homosexuel vis-à-vis du mariage, c'est quand même une régression et quelque chose de relativement réactionnaire. À une époque où tout le monde, de moins en moins de gens se marient, je trouve que c'est faire beaucoup de choses pour finalement quelque chose qui va concerner peu de monde. Si on regarde dans les pays étrangers où le débat a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui,
Vous interrogez les Belges aujourd'hui, 10 ans après, tout le monde s'en fout. Vous interrogez les Espagnols, là où l'Église espagnole a quand même joué très fort et a renoué avec tous ces vieux relents franquistes, c'est complètement déconsidéré. En Espagne, tout le monde s'en fout. Donc je pense que d'ici 10 ans en France, il y aura le mariage pour tous, et puis finalement, tout le monde s'en foutra. Voilà. Y compris contre la calotte. Tout ce que je voulais préciser aussi, c'est que la construction, je suis 4 fois grand-mère, donc je peux le dire, la construction de l'identité, je suis catholique mariée à un juif, je suis d'origine italienne, mon mari est d'origine tunisienne, voilà, donc il y a du mélange, il y a du métissage, il y a de l'ouverture, il y a des affrontements, il y a des pertes d'identité à cause de l'exil, et tout ça, il me semble que quand c'est vécu et quand c'est dit, c'est très agréable et je suis très contente que ce jeune homme ait précisé qu'un enfant, ça se construit surtout avec la société qui entoure, tout l'environnement, avec l'amour des parents. Et je voulais cette question, est-ce que dans les consultations, il a été question de l'amour des parents et en particulier de l'amour des parents d'homosexuels, que ce soit des femmes ou des hommes, et est-ce qu'on a bien expliqué que si c'était uniquement si des homosexuels existaient, ils n'existent pas que dans des familles homosexuelles, ils existent parce qu'il y a aussi des parents hétérosexuels qui ont des enfants homosexuels. Et donc cet amour, ce rejet que certaines sociétés ou religions ont vis-à-vis, ça pourrait leur arriver, je veux dire, ces catholiques ou ces juifs ou ces musulmans qui ont des enfants, ils peuvent avoir des enfants homosexuels. Donc quelle réponse vont-ils leur donner? Est-ce que c'est pas plus digne de dire, je reconnais que vous pouvez être différent de moi, je vous accepte et vous pouvez vivre en société avec tout le monde? Voilà. Et deuxième question plus drôle, c'est que pour la PMA, peut-être que avec la baisse de la fécondité des gamètes masculins, enfin des spermatozoïdes, nous serons peut-être tous frères et sœurs, et il y aura des banques de sperme au coin de la rue, parce que, voilà, la pollution, est-ce que ça, quelqu'un y pense? Merci. Devant nous, deux hommes, deux femmes s'aiment, et deux hommes, deux femmes veulent construire une famille, veulent d'abord concrétiser leur amour et construire une famille. Donc je trouve tout ce débat parfois un peu choquant dans le pays que nous sommes, où nous vivons, le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme et le pays de la tolérance. Et je trouve que ça est posé, qu'on pose autant, de façon autant passionnelle ce débat, ça peut parfois choquer, et en tout cas moi ça me choque un peu. Je dirais qu'aujourd'hui le concept de la famille a terriblement évolué dans notre pays. On a des familles recomposées, on a les enfants qui vivent avec les enfants des autres, voilà, notre notion a beaucoup évolué aujourd'hui, on a des familles les enfants des uns, les enfants des autres qui vivent avec les enfants des autres, etc. Bon, c'est normal, c'est la société aujourd'hui qui est comme ça, et Daniel a rappelé d'ailleurs le nombre de parents de couples qui divorcent depuis un certain temps et qui entraînent que les couples reconstruisent d'autres familles, etc. Donc je crois que le concept de la famille a beaucoup évolué, le concept du mariage aussi, parce que finalement, comme on le rappelait tout à l'heure Daniel dans les chiffres, beaucoup de gens vivent ensemble, font des enfants sans être mariés. Donc là aussi, la notion de mariage a beaucoup évolué et elle intervient parfois à des âges même avancés, lorsqu'on est déjà même grands-parents. Donc je trouve que notre débat peut paraîtra peut-être dans quelques années assez dépassé, en définitive. Et je crois que le fond du problème, c'est qu'on a deux hommes, deux femmes qui s'aiment et qui veulent à un moment, pour se protéger, obtenir des droits qu'ils n'ont pas en n'étant pas mariés, se protéger mutuellement, puis ma foi, quand on s'aime, c'est normal qu'on pense protéger l'autre qu'on aime, ça me paraît logique.
ils veulent se protéger, ils veulent aussi peut-être formaliser, concrétiser une union. Et oui, ben, le mariage c'est aussi à ça que ça sert. Donc se protéger. Et puis c'est ça qui effectivement apporte plus que le Pax, me semble-t-il. Et c'est pourquoi ce mariage pour tous, c'est aussi une revendication, me semble-t-il, légitime. Je dirais aussi que l'adoption, aujourd'hui, peut se faire avec une personne seule, peut adopter un enfant. Deux personnes non mariées peuvent adopter des enfants. Donc aujourd'hui, pourquoi deux personnes qui sont de même sexe, mais qui veulent adopter, pourquoi ne pourraient-elles pas adopter à leur tour? Alors que là aussi, le cas de l'adoption a terriblement évolué ces dernières années. Donc je pense qu'on est en train pour un certain nombre de Français, de vouloir aller dans la marche contraire de l'évolution qui de toute façon est inéluctable. Pour la question, et j'aurais juste, après je poserai ma question finale, sur la question du référendum, moi j'ai bien compris l'argumentation de Daniel tout à l'heure sur les motifs pour lesquels on peut mettre en place un référendum, mais là aussi cette question du référendum peut choquer. On a élu dans une démocratie, nous avons élu un président et ensuite des députés. Dire il faut un référendum, c'est là, quelque part, nier le vote majoritaire des Français. Je veux bien entendre qu'il y a une partie des Français qui ça leur plaît pas, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu il y a 5 ans, lorsque Sarkozy était élu, personnellement, j'étais extrêmement malheureux. Et j'ai aussi combattu la réforme des retraites, que je trouvais particulièrement injuste et fort discutable. Bon, la droite s'en est moquée de ma protestation, parce qu'ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Et bien aujourd'hui, je dirais que ceux qui sont contre ce projet de loi, eh bien, soient animés d'un esprit démocratique. Et puis je dirais enfin, pour ma question est là, sur la PMA, je ne trouve pas ça non plus choquant. Dans la mesure où on a deux hommes, deux femmes qui s'aiment, mais ils ont le droit de se marier, voilà, et d'être ensemble. Ils ont le droit d'avoir des enfants, d'adopter des enfants, et donc ils ont le droit à la PMA aussi. Il y a une logique dans tout ça. Voilà. D'autres ? Puisque j'ai vécu cette situation dans le cadre professionnel que j'exerçais. Donc, cette personne vivait avec une autre femme et ils avaient un enfant, une fille. Et j'ai pu vivre pendant 10 ans à leur côté, puisque j'ai été dans ce groupe scolaire pendant 10 ans. Et c'est une gamine qui actuellement a plus de 20 ans et qui fait des études supérieures très importantes. Et donc, elle a toujours vécu avec bonheur la relation que pouvaient entretenir ces deux personnes. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut finaliser justement par quelque chose de très fort. Parce que l'ancienne collègue que j'avais me disait, qui était donc la vraie mère de l'enfant, me disait « Mais si demain je meurs, que va-t-elle devenir ?» Et c'est là où tout est le problème. Parce que s'il y a un décès dans la famille, que va devenir l'enfant s'il est mineur? Donc il me semble très important qu'il y ait une loi, justement, pour finaliser cette situation. Et puis, j'ai quand même de longues années d'expérience d'enseignante, et je dois dire que dans des couples normalement constitués, j'ai pu assister à des catastrophes au niveau des enfants, quand le père et la mère ne s'entendent pas, quand les parents se battent devant l'enfant. Je pense que ça fait beaucoup plus de dégâts que dans des familles qui sont homosexuelles. Et actuellement, il y a des pédopsychiatres qui reconnaissent qu'il vaut mieux vivre dans une famille où il y a deux pères ou deux mères plutôt que dans des familles où les parents se battent ou ne s'entendent pas. Parce que ça fait de lourdes séquelles qui perdurent durant toute la vie du jeune. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment pour le mariage homosexuel et pour la PMA. Voilà, je vous remercie. L'ascenseur du peuple. Autant pour eux. Alors,
Moi, je voudrais simplement évoquer un aspect très rapidement. Alors d'abord, tout progrès, ou en tout cas progrès qu'on le considère comme un progrès ou non, mais tout changement important dans les relations sociales, évidemment inquiète. Et c'est pas la première fois que cette inquiétude se manifeste. Et au XIXe siècle, le divorce était quelque chose qui menaçait profondément la société. En tout cas, c'était répété et débattu largement. Notamment par les églises. Mais pour une raison très simple, c'est que les églises, en réalité, sont souvent attachées à une volonté, ou en tout cas un besoin, de ne pas laisser les cadres de fonctionnement dans lesquels ils existent évoluer, changer trop vite. Ça peut remettre en cause toute une série d'acquis. Quand je dis acquis, hein, au sens de position prise dans la société civile, dans la société matérielle. Et donc, il faut bien comprendre, c'est vrai que le divorce, on pourrait avoir, et l'Église pourrait avoir, je dis l'Église, mais n'importe quelle Église, pourrait avoir aujourd'hui encore vis-à-vis du divorce la même position que je lis dans la lettre de l'évêque de Saint-Denis reproduisant les propos de Monseigneur Zentroy. Le divorce, si on se place de ce point de vue, de besoin de stabiliser la société, est aussi bouleversant, en effet, que le mariage de ce type. Mais vous savez, on a même dit à un moment donné que les congés payés en 1936 allaient bouleverser complètement la société française et mettre... Mais bien sûr. Et c'est normal que ce genre de réaction existe. Après, de même, la question de la vision par la science du cerveau humain. Aujourd'hui, les neurosciences ont indiqué en effet que le cerveau humain est complètement laïcisé. Il n'est pas le siège, ni le cœur non plus d'ailleurs, de l'ensemble des émotions. Mais rappelez-vous ce que disaient les églises, toutes les églises d'ailleurs, à différentes époques de l'évolution de la pensée humaine, justement de ce qu'était le cerveau et le maintien de la réflexion, enfin de la vision du cerveau humain. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais dire tout simplement, par ailleurs que nous vivons tous avec notre capacité consciente, mais surtout nos besoins, ou en tout cas nos expressions inconscientes. Et c'est vrai partout pour les individus, même quand ils sont laïcs, ou quand ils sont croyants. Et à partir de là, cette discussion, si on veut l'amener dans des conditions de paix sociale, dans des conditions normales, ne pas en faire un enjeu politique, comme c'est le cas pour certains, ou un enjeu de société dans lequel nous ne pourrions pas avoir une tentative de réflexion, de positionnement rationnel, sans jeter l'anathème ni sur les uns, ni sur les autres. C'est de considérer les choses tout simplement du point de vue de l'égalité. Si on se réfère à l'égalité des droits, qui est un bien très théorique, très très théorique, avant le XVIIIe siècle, l'égalité au sens moderne où on l'entend n'existait pas. Écoutez, la nuit du 4 août, avec la chute des privilèges, a été un bouleversement considérable dans l'expression matérielle et très concrète, venant appuyer la réflexion des philosophes du XVIIIe siècle sur ce qu'était l'égalité. Et donc c'est de ce point de vue-là, de l'égalité théorique de l'être humain, donc de la considération de l'être humain comme une entité rationnelle, que nous devons nous placer sur cette question du mariage pour tous, ou non. Tout le reste est positionnement très émotionnel, éventuellement fantasmatique d'ailleurs, ou alors positionnement politique très partisan. Je crois qu'il faut considérer les choses. Et à partir de là, les choses sont simples. On a même le droit de ne pas être dans son fort intérieur émotionnel d'accord avec le fait que les homosexuels se marient, mais considérer que du point de vue de la loi et du droit humain, ils peuvent le faire. Et c'est pour ça que moi, je serai député, je voterai cette loi sans hésiter, et qu'aujourd'hui, comme individu, simplement politique bien sûr, mais pas simplement politique, je la défendrai bec et ongles. Parce que je considère que c'est un progrès, un petit progrès, il y en aura d'autres j'espère, dans la rationalisation de l'esprit humain.